Bonjour, merci beaucoup d'être là. Donc, sur le stand de la France Insoumise, on va avoir un moment d'échange sur l'extrême droite, les stratégies pour la combattre, notamment autour du bouquin. Et on n'en a pas un exemplaire, mais ça arrive, autour du livre qu'on a sorti avec l'Institut La Boétie, coordonné par Hugo Paletta, qui s'appelle « Extrême droite, la résistible ascension ». Donc d'abord, je veux dire un grand merci aux deux intervenants de cette conférence, Solène Brun et Hugo Paletta. Ah voilà, Papou avec le livre. Voilà, n'hésitez pas à vous le procurer. On fait une séance de dédicace juste après. Et à le commander dans vos petites librairies de proximité pour qu'il soit bien mis en place. Alors, je dis un mot. Solène, tu es sociologue et chargée de recherche au CNRS et spécialiste des questions raciales. Et Hugo Paletta, sociologue également, qui a donc coordonné cet ouvrage. Tu co-diriges ou diriges la revue Contretemps et tu es aussi créateur-producteur d'un podcast qui s'appelle Minuit avant le siècle. Minuit dans le siècle, pardon. Et donc, on va avoir un échange. Ensuite, potentiellement, s'il nous reste un peu de temps, du temps d'échange avec vous, avec les gens qui sont venus assister à cette conférence. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Hugo Paletta pour commencer. Merci pour l'invitation, merci pour l'accueil. D'abord, oui, alors, l'idée c'est de présenter le livre évidemment et d'en discuter et de vous donner par ailleurs l'envie de vous le procurer. C'est un livre qui est le produit d'un colloque, il y en a peut-être ici qui étaient venus, qui a un colloque qui avait eu lieu à l'automne 2023, qui était organisé par l'Institut La Boétie. Et voilà, on s'est dit après ce colloque qu'il fallait qu'on ait une traduction en termes de livres pour que, y compris d'autres qui n'avaient pas pu participer à ce colloque, puissent avoir accès à ce qu'on avait développé, à ce que de multiples intervenants et intervenantes avaient développé pendant ce colloque. Donc voilà, on a fait ce livre grâce donc, à l'Institut La Boétie. J'ai déjà remercié aux amphis ceux notamment qui ont fait beaucoup de travail et sans lesquels ce livre n'aurait pas existé. Antoine Salpapou qui était là, Manuel Ménal et François Jarlier en particulier. Et évidemment, ce livre existe parce qu'il y a les éditions Amsterdam, donc qui est publié aux éditions Amsterdam, et notamment grâce à Nicolas Vieillecas, qui est l'éditeur qui a travaillé sur ce livre. Et puis évidemment, il y a les auteurs et autrices, nombreuses, 18 en l'occurrence, pour 16 contributions si je ne m'abuse, plus une postface de Clémence Guettet, qui nous a fait l'honneur d'écrire cette postface, et Johan Chapoutot, un historien du nazisme, un historien éminent du nazisme, qui a écrit une préface. Voilà. Ce qu'on a voulu faire avec ce livre, c'est assez simple, c'est donner des armes, fournir des armes intellectuelles pour comprendre ce qui est sans doute une des questions les plus importantes de notre temps, à savoir la progression des extrêmes droites, pas simplement à l'échelle nationale, mais à l'échelle continentale et à l'échelle mondiale. Pas simplement, je dirais, dans des buts de connaissance, même si la connaissance est sans doute important en soi, mais évidemment, je crois, on en est tous convaincus ici, mais pour combattre, pour mieux comprendre, pour mieux combattre l'extrême droite. Parce que je pense qu'on partage tous et toutes ici, et j'espère qu'on le partage tous et toutes à gauche, dans toutes les sensibilités de gauche, et peu importe les divergences, l'idée que l'extrême droite, c'est pas une menace parmi d'autres, c'est pas un truc un peu anecdotique, ou c'est pas un adversaire parmi d'autres, c'est une menace de type mortel. C'est pas simplement l'idée qu'il y aura un peu plus de répression ou simplement la continuité des politiques néolibérales qui sont mises en œuvre depuis 40 ans. C'est l'idée que ce qui est en jeu, c'est en quelque sorte, c'est l'existence même des groupes les plus opprimés dans cette société, en particulier des minorités raciales, religieuses, de genre, sexuelles, mais aussi l'existence même de nos luttes, de nos mobilisations et de nos organisations. Dire par exemple qu'on est déjà sous le fascisme, d'une certaine manière, c'est aussi ne pas prendre au sérieux nos organisations, parce que nos organisations, sous un régime fasciste, n'existent pas ou plus. Et donc voilà, c'est ce type de menace mortelle pour la gauche, pour les mouvements d'émancipation, la gauche disons au sens très large, qui est en jeu dans la question de la montée de l'extrême droite. Alors c'est difficile, j'ai réfléchi avant de venir, de trouver un fil directeur dans le livre, parce que comme je l'ai dit, il y a 16 contributions. Sur des thèmes extrêmement variés, vous le verrez en consultant le sommaire. Mais je dirais qu'il y a quand même une préoccupation qui est commune à l'ensemble des auteurs et autrices. C'est, je dirais, de prendre au sérieux à la fois ce que dit et ce que fait l'extrême droite,
ce qu'elle fait, ses modes d'action, ses modes de militantisme, etc. Même si ce n'est pas, je dirais, le cœur de l'ouvrage, ce sera peut-être le cœur d'un autre ouvrage à venir, je ne sais pas. Mais ses stratégies, par exemple, au hasard, hein, mais la manière dont l'extrême droite, depuis notamment une quinzaine d'années, politise bien davantage qu'auparavant, sur des axes évidemment réactionnaires et racistes, hein, mais politise notamment les questions de genre et sexualité, ce qui n'était pas forcément autant le cas il y a une trentaine d'années. Donc ce que fait l'extrême droite, ce qu'elle dit, mais aussi, disons, ce qui lui permet de progresser, à savoir les complicités directes et indirectes, les alliés directs et indirects que l'extrême droite trouve parmi les élites ou parmi des franges importantes des élites économiques. Ça, on le voit de manière croissante, y compris en France dans les 10 dernières années. Les élites médiatiques, là encore, je ne vous fais pas de topo, je pense que tout le monde peut le constater. Et également les élites politiques, hein, avec tous les ralliements, ça c'est l'aspect le plus visible, je dirais, les ralliements de la droite ciotiste dans la dernière période, mais en réalité, tous les ralliements idéologiques qui préparent l'arrivée potentielle de l'extrême droite au pouvoir, de la part notamment de la droite macroniste. Donc ça, je dirais que c'est un point important, c'est-à-dire que si on veut comprendre la montée de l'extrême droite, on ne peut pas s'en tenir à regarder l'extrême droite, ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, ses stratégies, etc. Il faut regarder ce qui se joue sur le terrain économique, sur le terrain social, sur le terrain idéologique, sur le terrain politique, et sur tous ces terrains, il y a bien d'autres acteurs que les acteurs que l'on associe spontanément et naturellement, en quelque sorte, à l'extrême droite, qui jouent un rôle sans doute même beaucoup plus crucial en réalité dans la montée de l'extrême droite. La montée de cette extrême droite n'aurait jamais été possible en réalité à cette échelle-là, à cette vitesse-là, à partir des années 80 en particulier en France, s'il n'avait pas trouvé autant en quelque sorte de complicité objective et directe dans le paysage politique notamment et médiatique. L'autre chose peut-être sur lequel alors on insiste un peu, on le dit un peu en creux, c'est l'extrême droite dans sa progression s'est aussi appuyée sur certaines faiblesses de la gauche. Je prends simplement un exemple. Il me semble qu'il est impossible de comprendre tout le profit que l'extrême droite a tiré dans les années 2010 de l'islamophobie, d'une islamophobie structurelle dans la société française, d'une islamophobie qui a des effets pas simplement idéologiques, de stigmatisation, etc., mais aussi des effets matériels à travers des discriminations dont sont l'objet les musulmans et les musulmanes, des discriminations systémiques dans la société française, qui d'ailleurs en condamne une bonne partie à l'exil. Vous avez peut-être vu un livre ces derniers mois de trois sociologues dont le nom va m'échapper, je préfère ne même pas les citer ici. Il y a Alice Picard, Julien Talpin et l'autre m'échappe, voilà, sur l'exil des musulmans et des musulmanes de France, contraints en quelque sorte de partir du fait de ces discriminations. Mais mon point, c'est l'extrême droite n'aurait jamais tiré autant parti de l'islamophobie dans les années 2010, en particulier après les attentats 2015, si la gauche, en quelque sorte, ou une bonne partie, je dirais, de la gauche, n'avait pas à ce point sombré sur cette question-là dans les années 2000, en particulier quand il y a eu une offensive absolument énorme autour de l'école, notamment au départ, en 2003-2004, pour, en quelque sorte, faire de l'islam et des musulmans l'un des problèmes fondamentaux en quelque sorte de la société française, le problème qu'il faudrait résoudre et sans lequel il serait impossible de, en quelque sorte, maintenir notre identité, etc., ou faire renaître la France, etc. Bon, voilà. Donc il y a aussi en quelque sorte à regarder ce qu'a fait ou ce qu'elle n'a pas fait parfois la gauche dans ses différentes composantes. Et par ailleurs, sur cette question d'ailleurs, ça nous dit quelque chose au présent. C'est-à-dire que les reniements d'aujourd'hui sont les défaites de demain. Bon. Sur la question de l'islamophobie, d'ailleurs, comme sur d'autres questions, sur par exemple la question de ce qu'on appelle, ou ce que les médias, ou ce que certains politiciens appellent l'assistanat, penser qu'on va faire gagner la gauche, soit par exemple en mettant certaines questions que l'on considère comme trop clivantes, en les mettant sous le tapis, au hasard, l'islamophobie. Bon, et la lutte nécessaire contre l'islamophobie. Soit en pire, en reprenant à son compte comme on dit, des éléments de langage, ou en tout cas des mots, des propositions de la droite et de l'extrême droite. Penser qu'on va faire gagner la gauche comme ça, c'est se leurrer. Et en réalité, ce genre de stratégie, c'est l'autoroute vers la défaite. Donc
fondamentalement, l'une des choses qu'on a essayé d'éclairer dans ce livre, je l'ai dit, c'est la montée de l'extrême droite. Parce que, notamment, en fait, il me semble que cette montée de l'extrême droite, elle est systématiquement obscurcie par une série d'idées fausses qui, parfois, d'ailleurs, ont un côté assez désespérant. Je vais en prendre notamment 2 ou 3. La première, qui est à la fois fausse et désespérante, c'est l'idée que, finalement, la montée de l'extrême droite, ce serait simplement la traduction un peu mécanique d'un processus plus ou moins inexorable de droitisation de la population française. Bon. Avec toute cette idée dont il faut vraiment se sortir la tête, il faut arrêter de dire et de laisser dire des gens que l'extrême droite aurait gagné la bataille culturelle. Je pense que c'est faux, que c'est anesthésiant, que ça nous rend passifs, etc. Donc, pourquoi ? Parce que d'abord, si on a cette idée en tête, comment expliquer que tant d'idées évidemment et historiquement associées à la gauche, sur la question des salaires, sur la question des services publics, sur la question des conditions de travail, ou sur la question des retraites par exemple, soient à ce point majoritaires dans l'opinion publique. Bon. Ça ne veut pas dire que les gens ensuite votent pour la gauche, ou en tout cas tous les gens qui, à 80% sont pour l'abrogation de la réforme des retraites votent pour la gauche, mais en tout cas, dans la population, il y a toute une série d'idées qui sont évidemment beaucoup plus liées à la gauche qu'à l'extrême droite, et où l'extrême droite fait parfois balance des mystifications, etc. Mais bon, sur lesquelles nous sommes largement majoritaires. Et puis, même sur les questions où souvent on imagine une espèce de lente droitisation, je pense notamment aux questions de sexualité, de genre, y compris d'immigration, en réalité, les enquêtes montrent sur 50 ans que les processus sont beaucoup plus complexes. Je ne suis pas en train de dire que c'est vachement mieux aujourd'hui qu'il y a 30 ans ou il y a 50 ans, mais sans doute qu'il n'y a pas sur ces terrains-là une inexorable droitisation. Il y a notamment un livre qui est sorti récemment, on peut le discuter sur certains points, de Vincent Antibéry, mais qui argumente à mon avis de manière assez crédible sur le fait qu'il y a plutôt une régression des idées les plus réactionnaires sur ces 3 terrains-là notamment. Donc, la montée de l'extrême droite ne peut pas être pensée comme une simple expression sur le terrain électoral d'une droitisation en quelque sorte culturelle de la société française, qui était aussi par exemple le thème de Sarkozy. Quand Sarkozy nous dit « la France de toute façon est droitisée, elle ne l'a jamais été autant », en quelque sorte c'est une prophétie, il cherche à faire un discours performatif, il essaye de faire la droitisation en disant la droitisation. Bon. Il y a d'autres idées qui circulent sur la montée de l'extrême droite. Alors il y en a une qui m'agace particulièrement, qui porte d'ailleurs initialement sur le vote d'extrême droite, qui consiste à dire finalement le vote d'extrême droite c'est simplement l'expression d'une bêtise, d'un manque d'éducation, d'un manque d'instruction, d'une forme d'ignorance, etc. Alors, outre le fait que, et notamment parfois d'un manque de diplôme, il faudrait que les gens fassent plus d'études et puis ils comprendraient finalement que ça sert à rien de voter pour l'extrême droite, etc. Bon, outre le mépris de classe qui généralement s'exprime à travers ce type de position, on comprend mal comment ça pourrait expliquer la montée de l'extrême droite, étant donné que depuis 50 ans, il y a eu une explosion scolaire, il y a eu une explosion des diplômés, une montée pour le coup assez inexorable de la part de la population qui a le privilège aujourd'hui de faire des études. Donc ça, clairement, c'est à la fois plein de mépris de classe et je pense que typiquement il faut se débarrasser des attaques sur Bardella qui n'a pas fini sa licence de je sais pas quoi, de géographie, machin. Tout ce genre d'attaque ne sert absolument à rien et ne permet absolument pas de comprendre ce qui s'est passé dans la politique et la société française et qui a produit cette montée de l'extrême droite. Il y a une autre idée, je finirai sur les idées fausses là-dessus, qui circule beaucoup... qui est parfois dans les têtes, y compris notamment chez les journalistes, sur la montée de l'extrême droite, c'est l'idée que finalement cette montée de l'extrême droite, ce serait le produit simplement des talents de tribuns de Jean-Marie Le Pen dans les années 80, du génie stratégique de Florian Philippot ou Marine Le Pen dans les années 2010, ou de l'habileté communicationnelle sur TikTok de Jordan Bardella. Et là encore, il me semble que ça ne permet pas de comprendre les dynamiques complexes, mais les dynamiques politiques, économiques, sociales, idéologiques qui ont permis la montée de l'extrême droite. Je donne juste un exemple. Jean-Marie Le Pen était tout aussi un tribun talentueux, indéniablement dans les années 70, quand le FN, le Front National, était un groupuscule de quelques centaines de militants et que le FN faisait moins de 1% à toutes les élections quand il arrivait à se présenter. Bon, la question c'est qu'est-ce qui se passe pour que les talents en quelque sorte de tribuns ou les discours de Jean-Marie Le Pen arrivent dans des oreilles disposées à entendre ce discours à partir en gros de 1983-1984. Et c'est là qu'on entre en quelque sorte dans le dur de l'explication de la montée de l'extrême droite. Je balance en 2 secondes parce que je pense que je suis déjà vers la fin de mon temps. Je ne sais pas quelle heure il est, mais je suis en train déjà de parler de plus en plus vite parce que je vois que mon temps s'écoule. Je dirais que
et à voir si tout le monde est d'accord là-dessus à la tribune, c'est pas sûr, mais il me semble qu'il y a un mécanisme absolument assez simple et absolument fondamental dans la montée de l'extrême droite et qui s'est réactivé à différents moments de l'histoire politique française des 40 dernières années. Il y a le fait que les politiques néolibérales mises en œuvre par la droite, mais en premier lieu d'ailleurs en réalité par le Parti socialiste, enfin de la manière la plus forte par le Parti socialiste en 83 à partir du tournant de la rigueur, elles ont précarisé, elles ont appauvri des segments entiers de la population, elles ont mis en concurrence, elles ont alimenté une peur, une crainte du déclassement pour soi-même, pour ses enfants, etc. Et dans le même temps, ces mêmes partis, y compris le Parti socialiste, à peu près dès la même époque, en fait à quelques années de décalage, donc dès les années 80, ont politisé dans un sens xénophobe notamment, réactionnaire, la question de l'immigration. On construit en quelque sorte une figure progressivement de l'ennemi de l'intérieur qui a été au départ l'immigré ou les immigrés, notamment les immigrés post-coloniaux, notamment les immigrés d'origine maghrébine. Et puis, à partir des années 2000, on a affiné en quelque sorte cette idée et cette figure de l'ennemi de l'intérieur à travers la figure du jeune musulman de quartier populaire. Et donc, en fait, c'est ça le cocktail, à mon avis, fondamental qui prépare la montée de l'extrême droite. D'un côté, la mise en concurrence, la montée des inquiétudes et des craintes de déclassement dans des segments importants de la population, et en même temps, le fait de bâtir cette figure de l'ennemi de l'intérieur qui, en gros, qu'il faudrait châtier ou minorer, etc., pour que la majorité, et implicitement la majorité blanche, retrouve en quelque sorte ces conditions de vie. Alors, j'ai passé mon temps ou ça va? Juste quelques mots enfin bon, voilà. Je dirais dans le contexte. Alors, si je reprends les années 80, dans ce contexte qui était marqué par ce tournant de la rigueur et par l'adoption par le Parti socialiste d'une orientation, je dirais, anti-immigrée, anti-migratoire, avec par exemple Mitterrand qui disait le seuil de tolérance a été atteint depuis longtemps en matière d'immigration, ou Michel Rocard qui parlait de la misère du monde que la France ne pouvait pas accueillir. Dans ce contexte marqué par des trahisons de la gauche, mais aussi par un affaiblissement du mouvement ouvrier, du mouvement syndical en particulier, évidemment, l'extrême droite a trouvé un terrain politique particulièrement favorable pour son développement, notamment, je dirais, parce qu'elle a été capable de parler, et elle est capable en réalité de parler, c'est un peu le caractère aussi protéiforme de son idéologie, mais de parler, je dirais, aux trois grandes classes en quelque sorte dans la société, aux classes dominantes, en leur faisant miroiter à la fois le maintien des politiques néolibérales, en réalité, derrière le vernis idéologique qui est celui de Le Pen et Bardella aujourd'hui, mais le maintien des politiques néolibérales, mais en leur faisant miroiter la base sociale et électorale dont dispose actuellement l'extrême droite. On va pouvoir continuer les politiques néolibérales parce que, contrairement à Macron, qui n'a plus quasiment aucune base sociale réelle, à part une partie des retraités, etc., nous, on est suivis en quelque sorte par des pans importants de la population française, que l'on influence, qui nous écoute, etc. L'autre promesse qui est faite aux classes petites bourgeoises, aux couches moyennes, etc., c'est en quelque sorte de les préserver. Alors ça, évidemment, c'est plus implicite, c'est dans les discours, etc. C'est logé en quelque sorte en creux dans leur discours. C'est on va vous protéger de la promiscuité avec l'ennemi de l'intérieur, en quelque sorte, avec les minorités religieuses, avec les musulmans et les musulmanes, avec les classes populaires d'ailleurs en réalité, que ce soit dans le monde du travail, à l'école avec vos enfants, etc. Et puis pour les classes populaires, il y a une promesse de la part du RN et anciennement du Front National, qui est une promesse qui était déjà faite par les fascistes de l'entre-deux-guerres, en quelque sorte la promesse d'un ordre nouveau. On va construire un ordre nouveau dans lequel vous serez enfin respectés, où notamment vous qui êtes les vrais propriétaires de la nation, notamment en tant que Français dits de souche, en tant que vrais Français, mettons d'énormes guillemets dans cette affaire, autour de ces mots, mais vous serez enfin considérés comme le cœur de la nation. Et non plus mis sur le bas-côté au profit de ceux qui n'ont aucun droit sur la nation parce qu'ils sont issus notamment du Sud global. Alors, quelques mots de conclusion, parce qu'on m'a demandé de conclure là-dessus. Est-ce que l'extrême droite peut arriver au pouvoir et qu'est-ce que ça signifie? Bon, je ne sais pas si je peux répondre à cette question en 30 secondes. Alors, bon, d'une certaine manière, quand j'ai écrit le premier bouquin que j'ai fait sur ces questions, qui s'appelait « La possibilité du fascisme » en 2018, les réactions étaient soit un peu incrédules, ou ça allait en fait du sentiment que ce que je racontais était un peu grotesque,
notamment à travers l'emploi du terme de fascisme. Comment peut-on parler de fascisme alors c'était l'époque en 2018, est-ce que c'est pas complètement à côté de la plaque? Le fascisme, c'est l'entre-deux-guerres, tout ça n'a rien à voir, ce sont de vagues populistes ou une droite relativement dure, etc. Bon, je pense qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est de plus en plus à être convaincu que, évidemment, l'extrême droite contemporaine a quelque chose de fondamental à voir avec les fascismes de l'entre-deux-guerres, notamment dans son idéologie raciste, suprémaciste, coloniale, etc. L'autre sentiment qu'il y avait quand j'avais commencé à parler de l'arrivée possible au pouvoir de l'extrême droite, c'est d'une certaine manière l'idée que c'était, que de toute façon ça n'arriverait pas. Nous sommes dans la patrie des droits de l'homme, en réalité la patrie de la Déclaration des droits de l'homme, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et que, de toute façon, en 2017-2018, ce n'était pas vraiment l'ennemi ou l'adversaire qui nous semblait principal, puisqu'il y avait le macronisme, et puisque à ce moment-là, juste après l'élection de 2017, il y avait cette idée qui circulait un peu chez pas mal de gens que le FN avait atteint le maximum de ce qu'il pourrait faire, et puis Florian Philippot était parti, Marion Maréchal aussi, et puis ils n'avaient pas eu beaucoup de députés en 2017, et donc finalement la menace était derrière nous. Et manifestement, ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Et puis il y a aussi une réaction qui continue d'avoir lieu, qui est parfois dans une partie de la gauche radicale, je dirais, qui est arrêter de nous bassiner avec ces histoires de fascisme et d'extrême droite, c'est vraiment pessimiste. Parce que la classe travailleuse est à l'offensive, regardez, il y a des grands mouvements, etc. Pourquoi s'emmerder avec cette question de l'extrême droite? Ça, je pense que c'est vraiment en deçà des enjeux, puisque précisément, il y a une menace de type fascisante dans ce pays. Voilà, donc je crois qu'on est de plus en plus, je l'ai dit, convaincus. Et c'est bien, c'est bon de le sentir. Et j'ai vu hier les débats autour de François Ruffin et de Raphaël Arnaud, etc. J'ai l'impression qu'on est vraiment de plus en plus convaincus qu'il y a une course de vitesse. Il y a une course de vitesse entre la gauche d'émancipation, la gauche de rupture et l'extrême droite. Et je finirai juste sur une citation de Gramsci là-dessus, très simple, qui nous disait... on ne peut pas prévoir grand-chose en matière de lutte, on ne peut pas prévoir justement la victoire ou la défaite. La seule chose qu'on peut prévoir scientifiquement, nous disait-il, c'est la lutte. Donc voilà, ce qui nous reste à faire sur tous les terrains, le terrain syndical, le terrain intellectuel, le terrain politique, le terrain des luttes féministes, écologistes, antiracistes, etc., c'est de lutter. Et d'une certaine manière, ici, là encore, je dirais, le destin est entre nos mains en matière d'antifascisme comme en matière de transformation de la société plus globalement. Bonjour et merci également pour l'invitation. Je suis très contente d'être là et très contente du coup de pouvoir parler de la question du racisme et de la place que prend du coup le racisme et les questions raciales à l'extrême droite et donc pour nous à gauche dans la lutte contre l'extrême droite. Peut-être pour commencer et pour revenir et faire le lien avec ce que disait Hugo sur ce que c'est le fascisme et du coup ce que sont les processus de fascisation. Ça a, contrairement à peut-être d'autres formes de droitisation de la société, à mon avis, comme élément distinctif, la question de l'obsession de la pureté de la nation, du corps national et donc de la pureté raciale, avec cette obsession qu'il faudrait délimiter les frontières de la race et mettre de l'énergie à les sécuriser, à les protéger. Ce qui crée du coup, pour les États fascistes, un état d'obsession paranoïaque à sécuriser ses frontières, d'où le totalitarisme aussi, et cette focalisation sur l'ennemi de l'intérieur, qu'il faut à tout prix expurger, puisqu'il met fondamentalement en danger le corps national dans sa vision de pureté, qui est évidemment une création, mais qui est aussi une obsession. Et donc c'est ça qui amène avec soi toute la question des dispositifs sécuritaires, de l'obsession sur les frontières, évidemment, de tout fermer, de nettoyer, de purifier le corps national, et la diffusion d'un discours permanent du danger qui serait là, donc sous la forme, évidemment, que ce soit la 5e colonne des musulmans en France, que ce soit le grand remplacement, cette idée que, fondamentalement,
quelque chose est en danger, et ce qui est en danger, ce serait cette hypothétique identité française qui serait du coup l'identité blanche. Et du coup, je pense que dire ça, c'est dire aussi que le racisme, sous la forme donc de la suprématie blanche, c'est un socle majeur, sinon le socle, à mon avis, majeur du fascisme et des processus de fascisation. Ce qui est spécifique peut-être à l'extrême droite et au projet fasciste, c'est que c'est un projet racial. C'est pas anecdotiquement à côté. Il se trouve que par ailleurs, on utilise le racisme ou on utilise cette question-là comme un à côté pour faire progresser. C'est que le projet en lui-même est un projet racial. C'est un projet racial pour la nation, et c'est ça aussi qui différencie l'extrême droite d'autres formations politiques, puisqu'il est évident que l'extrême droite n'a pas le monopole du racisme. Le racisme est évidemment présent partout. Il est présent évidemment à droite, mais il est présent aussi à gauche. Il est aussi présent dans la gauche radicale sous d'autres formes. Mais ce qui différencie radicalement les partis d'extrême droite et les partis fascistes, c'est qu'ils en font un projet pour la société. Avec cette idée qu'on va avoir un État, une nation, une race, et que c'est ça, en fait, le projet qu'on veut pour l'avenir. Mais du coup, ça veut dire aussi que la lutte contre le racisme, elle est forcément au cœur du projet antifasciste. C'est forcément la base sur laquelle il faut avancer. Et que si par ailleurs, c'est par le racisme que progresse le fascisme et que progresse du coup la fascisation de la société, c'est aussi sur le racisme qu'il faut que se positionne la gauche, et que c'est sur le terrain de l'antiracisme qu'il faut être extrêmement solide pour justement faire un frein à cette progression-là. Et bon, Hugo l'a dit, je pense que ça va être aussi, ça va transparaître de certains éléments de ce que je vais dire. Là-dessus, il faut aussi que la gauche continue son autocritique, disons. Elle l'a commencé, et il y a des choses qui ont bougé à gauche sur cette question, notamment sur la question de l'islamophobie. Mais c'est pas suffisant, je pense. C'est pas suffisant, et contrairement à ce que certains essayent de faire croire, que la gauche, tout à coup, et en particulier la France Insoumise, serait devenue, je veux dire, d'ailleurs ne parlerait plus que de racisme, et qu'à les écouter, en écouter certains, je veux dire, il n'y a que la lutte contre le racisme, contre l'islamophobie et pour la libération de la Palestine qui intéresserait la gauche. Je pense qu'en réalité, c'est quand même un petit peu exagéré, et qu'on a encore beaucoup de chemin à faire sur la question de la prise au sérieux de la lutte contre le racisme. Et qu'on en est loin. Je pense que là où il faut qu'on avance, notamment, c'est dans la manière dont on parle du racisme et dans la manière dont on comprend ce que c'est le racisme. Et je pense que, fondamentalement, là, la gauche a encore un peu de marge sur comment on en parle et comment on le comprend, parce que on reste encore trop souvent dans une compréhension morale du racisme. C'est-à-dire de comprendre que ce serait, quelque chose de l'ordre de... Alors, soit déjà des préjugés individuels, ou quelque chose qui se situerait dans l'ordre du bien-mal, et de comprendre ça comme, du coup, quelque chose qui relèverait aussi un peu juste... il suffirait d'une déclaration d'intention antiraciste pour avoir fait le travail. Ce qui est loin d'être le cas, à mon avis. Mais donc de comprendre fondamentalement que le racisme est un rapport de domination, qui, comme d'autres rapports de domination dans la société, crée des groupes antagonistes. Et donc crée des groupes de personnes qui sont désignées comme des personnes blanches et des personnes non blanches. Et qui, comme d'autres rapports de domination, comme le genre, comme la classe, fonctionnent sur un mode antagoniste. Ça veut dire qu'il y a un groupe racialement dominant et il y a des groupes racialement dominés. Et ça, on ne peut pas faire l'impasse sur ça, parce que ça veut dire que du coup, il faut prendre au sérieux le racisme en tant que domination blanche, c'est-à-dire en tant qu'un système dans lequel le groupe désigné comme blanc exerce une domination sur les groupes désignés comme non blancs. Et cette domination, elle est très souvent, et y compris, je veux dire là-dessus, le parallèle avec le genre fonctionne bien, elle est très souvent inconsciente, voire involontaire. Parce que c'est structurel, justement, parce que en fait, ça définit des positions dans la société. Ça définit en fait où est-ce que vous êtes et où est-ce que vous allez finir. Surtout, ça définit des parcours de vie. Ça définit en fait la distribution
des chances, des opportunités, évidemment des richesses aussi, mais aussi des logements, du travail. Et donc, ça veut dire aussi que il faut accepter de nommer les choses, ce qu'on a bien du mal à faire en France, et même si ça bouge, ça continue à être assez timide. Il faut accepter de nommer le fait que le racisme crée des groupes, et ça ne veut pas dire que ces groupes existent naturellement, ou biologiquement, ou que sais-je, mais ça veut dire que socialement, oui, il y a des gens qu'on identifie comme faisant partie d'un groupe racialement dominant, et des gens qu'on identifie comme faisant partie de groupes racialement dominés. Je pense qu'un autre point important, mais ça, Hugo l'a dit un peu, donc je vais peut-être passer un peu vite là-dessus, mais c'est de se rappeler à quel point l'islamophobie joue un rôle central dans la question du projet d'extrême droite et du projet fasciste aujourd'hui. Notamment parce que ça fait des années, et je me rappelle que j'ai regardé, il y a déjà 10 ans, j'avais fait une formation dans un groupe antifasciste parisien sur la question des recompositions de l'extrême droite et du rôle de l'islamophobie. Donc c'était en 2014, donc ça commence à... Donc on répète les mêmes choses depuis un moment, mais ça vaut le coup de les répéter. Ça fait donc des années que l'ensemble des extrêmes droites européennes se recompose de manière essentielle autour de la question de l'islamophobie. Et que s'il y a un point qui les met tous d'accord, c'est que l'islam serait le problème principal. C'est d'ailleurs ça qui permet, et c'est terrible à constater, mais c'est le cas, qui permet à certains endroits que ces extrêmes droites-là fassent alliance avec l'extrême droite israélienne, puisqu'il y a un même ennemi commun, ce sont les musulmans. Extrême droite israélienne qui apparemment est prête à s'allier avec le parti fasciste autrichien rempli de néo-nazis, littéralement, en se disant, ben oui, mais en fait, les seuls à faire barrage au danger islamiste en Europe, c'est l'extrême droite, donc allons-y. Mais dire ça, et dire du coup que la figure de l'ennemi intérieur a un peu changé, et s'est déplacé des juifs aux musulmans, ça ne veut pas dire que l'antisémitisme a disparu, on le sait. L'antisémitisme est toujours là. D'ailleurs, il y a parmi l'extrême droite, ils ne sont pas tous d'accord sur la place qu'on peut donner aux personnes juives. Est-ce qu'on les tolère, est-ce qu'on ne les tolère pas? Donc ils ont leur propre petit débat entre antisémites. Mais par contre, c'est prendre au sérieux le fait que aussi la forme et la fonction de l'antisémitisme a changé, notamment comme, disons, terreau central et commun des extrêmes droites. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier que l'antisémitisme continue d'exister et continue de structurer tout un tas de groupuscules. Mais il faut comprendre aussi qu'il y a une utilisation stratégique de l'islamophobie et que c'est donc sur cette question-là précisément qu'ils appuient et qu'ils appuient pour se structurer, pour se fédérer et pour étendre leur influence. D'où l'importance que la lutte contre l'islamophobie doit prendre dans la gauche. Et comme le disait Hugo, on a pris un sacré retard sur le sujet, qui est en train d'être un peu rattrapé, mais il y a un vrai retard. Mais de prendre au sérieux le rôle qu'on veut faire endosser aux musulmans comme ennemi intérieur. Je pense qu'un autre élément aussi sur la question de comment l'extrême droite progresse et un peu de se poser la question sur l'électorat de l'extrême droite, en effet, le problème n'est pas que l'électorat d'extrême droite ne serait pas assez éduqué ou n'aurait pas bien compris. Par contre, un vrai problème qu'on a, c'est que c'est un électorat qui a un vote raciste. Et je pense que c'est important de le dire, et c'est important de le dire sans se dire que du coup ça veut dire qu'on arrête de s'adresser à ces millions de gens, mais il faut prendre au sérieux que la composante raciale et raciste dans le vote RN, elle est essentielle. Et c'est ce que montre un collègue politiste qui a travaillé sur l'électorat, Félicien Faury, qui a travaillé sur l'électorat RN, et qui dit en réalité, et qui intervient en effet, qui écrit dans le livre coordonné par Hugo, mais qui explique bien que en fait, la force de l'extrême droite, la force du discours du RN, c'est de permettre en fait d'interpréter sa peur du déclassement, qui est d'ailleurs plutôt une peur du déclassement qu'un déclassement réel. C'est d'ailleurs plutôt la classe qui
sent qu'elle est en train d'être déclassée et a peur d'être déclassée plutôt que les couches les plus paupérisées de la société qui votent RN, mais donc d'articuler cette peur du déclassement selon des lignes raciales. C'est-à-dire en même temps parler du pouvoir d'achat, mais exactement au même moment qu'on parle du pouvoir d'achat, de pointer comme responsables de la perte du pouvoir d'achat les immigrés, les musulmans, les gens d'à côté, etc. Et que ça, c'est important parce que du coup, on ne peut pas faire comme s'il y aurait d'un côté une question, soi-disant une question sociale, donc une question de classe, et de l'autre, des petites questions sur, oui, il y a le racisme, etc., mais c'est une autre question. Et nous, à gauche, on va s'intéresser à la question sociale parce que c'est ça l'important, et il faut parler à ces classes paupérisées qui ont peur du déclassement. Elles n'ont pas juste peur du déclassement, elles ont peur du déclassement, et elles articulent ça dans un discours raciste. C'est important de le savoir parce qu'à force de dire oui, mais voilà, il faut parler des questions sociales, il faut parler aux classes ouvrières, il faut parler aux classes populaires, blablabla, et puis du coup, la question du racisme serait reléguée à des questions soi-disant sociétales. Ce serait déjà faire comme si il n'y a pas de personnes non blanches dans les classes populaires. Ce qui est fort quand même, parce que je veux dire évidemment que les personnes non blanches sont massivement dans les classes populaires. Et que du coup, en l'occurrence, les personnes non blanches qui sont massivement dans les classes populaires, elles ont bien compris que ce n'était pas vraiment dans leur intérêt de voter pour le RN. Et donc je pense qu'il faut arrêter cette opposition systématique entre il y aurait les classes populaires, donc sous-entendu blanches d'un côté, et il y aurait en gros les banlieues non blanches de l'autre, comme si en fait il n'y avait pas de pont entre ces deux groupes. Parce qu'à faire ça, du coup, on fait comme si on pouvait parler de questions de classe, sans en fait devoir aussi parler de la question du racisme et la prendre au sérieux. Je pense aussi qu'un point, on a l'international qui résonne derrière nous. Un point important aussi dans la manière dont on parle du racisme et dont on le prend au sérieux du coup dans notre discours et dans notre lutte contre l'extrême droite, c'est qu'il faut qu'on arrête de considérer que le racisme serait avant tout soit de la haine, soit de la méconnaissance, soit de l'ignorance, et que donc la solution pourrait être le mélange, l'harmonie, le métissage, mais aussi, je dois le dire, puisque je suis ici, je pense qu'il faut aussi arrêter de parler de créolisation comme solution au racisme. Je pense que si l'amour et la proximité étaient des solutions à la domination, dans ce cas-là, les couples hétérosexuels seraient la solution au sexisme et au patriarcat. Et du coup, c'est pas le cas. Je le dis parce que je pense que ça manque le point. En fait, la domination, elle peut très bien s'accommoder d'amour, elle peut très bien s'accommoder de proximité. C'est juste deux sujets différents. Et c'est deux sujets différents aussi de savoir si est-ce que nos sociétés se mélangent. Bien sûr qu'elles se mélangent, et là-dessus, Jean-Luc Mélenchon a raison, la créolisation, c'est un constat. Mais la créolisation, c'est un constat, et ça n'a jamais fait baisser le racisme. Je suis d'origine haïtienne, je suis bien placée pour savoir que les sociétés caribéennes, qui sont celles dans lesquelles la théorie de la créolisation s'est développée, sont des sociétés créolisées, par définition, évidemment. Évidemment qu'il y a eu tout un élément de syncrétisme entre voilà, les éléments culturels des colons, ceux des esclaves africains, des Premières Nations qui étaient là, etc. Bien sûr. Et en même temps, les sociétés caribéennes sont des sociétés qui sont massivement organisées sur la hiérarchisation, sur l'exploitation, sur la domination, y compris raciale. Donc c'est que, fondamentalement, ça ne peut pas être ça la réponse. On ne peut pas juste se dire, ben, en fait, il y aurait en gros une issue, et on pourrait juste parler en fait de... On va se parler, et puis on va se connaître, on va apprendre à se connaître, et puis ça va donner une harmonie joyeuse. Et c'est là-dedans que finalement, le racisme va se dissoudre. Parce que ça ne fonctionne pas comme ça, parce que ça ne fonctionne pas comme ça tant qu'on ne parle pas d'égalité et de justice sociale, y compris sur les questions raciales. Et je pense que la lutte contre le racisme, elle mérite un peu plus que des jolies formules et des formules qui, certes, voilà, sont poétiques et donnent envie, mais elle mérite plus que ça parce qu'elle mérite aussi
des réflexions sur des politiques publiques concrètes de résorption des inégalités qui demeurent massives en France, et que c'est là-dessus, en fait, qu'il faut qu'on avance, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on propose concrètement pour faire diminuer le racisme dans la société française. Qu'est-ce qu'on a à proposer, évidemment, sur la question de la police, sur les violences policières, mais qu'est-ce qu'on a à proposer sur voilà, l'accès à l'emploi, l'accès au logement. Qu'est-ce qu'on a à proposer sur la question de l'école, quand on sait que des jeunes, quand ils sont noirs et arabes, sont beaucoup plus orientés vers les lycées pro que quand ils sont blancs à note égale. Qu'est-ce qu'on a à proposer sur la question de la santé, quand on a des médecins qui ont fait une enquête à Montpellier encore cette année, qui montrait qu'à symptômes égaux, les patients qui sont perçus comme non blancs, leur cas est considéré moins grave que des patients blancs, et donc ils sont moins bien pris en charge. Qu'est-ce qu'on a à proposer en fait sur tous ces sujets qui sont des sujets très concrets et auxquels on ne peut pas juste se contenter de répondre qu'on va faire progresser le vivre ensemble ou l'intégration ou je ne sais quoi. Parce que déjà, y compris, je pense que bon, il faut avancer sur la question de l'intégration. Il faut arrêter aussi de penser que la question du racisme et que le problème du racisme en France, elle ne concerne que les immigrés, les primo-arrivants, etc. On en est à la 2e, 3e, 4e génération de Français qui sont perçus comme non-blancs et qui vivent le racisme. Ça ne sert à rien d'avoir un discours sur l'intégration, c'est pas le sujet. Par contre, le sujet, ce sont les inégalités, c'est la domination. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on avance pour justement être un peu plus sérieux et être un peu plus à la hauteur des enjeux pour contrer justement l'extrême droite et la manière dont elle utilise ces inégalités pour continuer à fracturer la société. Merci à tous les deux. Alors, on a essayé d'articuler nos différentes interventions pour qu'elles soient complémentaires. Je veux d'abord dire un mot, en effet, de l'importance pour nous d'organiser cette conférence sur la lutte contre l'extrême droite dans la période, puisque évidemment l'année électorale passée n'a fait que confirmer une lente progression électorale de l'extrême droite, avec le choc des européennes et avec le score également aux élections législatives. Que pour ça on a besoin d'outils d'analyse sérieux, et je veux le dire, évidemment, il y a un éléphant dans la pièce quand même, qui est le débat qui nous traverse ces jours-ci, qui a été évoqué par les deux précédents intervenants, et notamment les critiques en communautarisme et en non prise au sérieux de l'enjeu de l'extrême droite qui ont été portés contre la France insoumise, et le fait que des temps d'échange comme ça visent en effet à répondre à ce type de condamnation relativement absurde, ou en tout cas pas assez nourrie par des réflexions sérieuses sur l'antiracisme, sur la question du féminisme, l'intersectionnalité des dominations et la façon dont on y répond par des propositions et par une lutte antiraciste contre l'extrême droite acharnée. Donc je veux le dire, évidemment, cette conférence, comme d'autres, vise à nourrir cette discussion et à le faire le plus intelligemment possible. Parce que ce livre, il est sans doute critiquable. Hugo a déjà esquissé des pistes pour dire qu'on pourrait compléter, en effet, parce que c'est une première pierre dans la réflexion de l'Institut La Boétie, notamment, avec ce qui se fait de mieux en sciences sociales, quoi. Des gens qui ont réfléchi à leur sujet, et que pour avoir une analyse correcte de préconisation de qu'est-ce qu'on fait pour battre l'extrême droite, ou au moins la contrer, il faut à minima la comprendre, l'analyser, la décrypter, autrement qu'avec des intuitions réalisées dans des balades de proximité. Voilà. C'est un travail qui est sérieux, et donc qu'on essaye de mener sérieusement, parce que évidemment, on a connu ce sursis au moment de la création du nouveau Front populaire, alors que 27 sondages sur 27 donnaient le Rassemblement national grand gagnant des élections, et que ça nous était répété pour nous bourrer le crâne en boucle. Et donc oui, on a gagné, on est arrivé en tête des élections législatives. Mais, et je le dis, mais ça nous donne une responsabilité d'autant plus grande pour que ce soit un mouvement profond,
où on reprend du terrain et où on prend au sérieux l'alerte qui est maintenant à son niveau maximal, c'est-à-dire que la prochaine fois, ça peut être la présidentielle et donc la prise du pouvoir, et donc arriver à un niveau où, comme l'a dit Hugo et comme l'a dit Solène, il y a une menace existentielle pour plein de gens, et en premier lieu, les plus dominés, les plus opprimés dans notre société, et notamment les personnes racisées. Et donc c'est pour ça qu'il faut le prendre avec sérieux et avec gravité, et éviter les évidences, les yaka faucons, etc. Si ça avait été si simple, évidemment, on l'aurait fait. Il y a des choses à améliorer, on va le faire, mais pour ça, il faut encore connaître cet objet. Alors pour commencer, je voulais dire que dans ce livre, on a des éléments sur la sociologie électorale du Rassemblement national. Et notamment pour déconstruire des idées reçues qui sont extrêmement agaçantes, c'est-à-dire les ouvriers votent RN, les pauvres votent RN, la ruralité vote RN, les jeunes votent RN, que sais-je. Ce type de catégorie n'est pas mobilisable si on est un tout petit peu sérieux. D'abord parce qu'en soi, elles sont diverses. Ça n'existe pas la ruralité française. Il y a des endroits différents, avec des histoires culturelles, politiques différentes, des modes de socialisation qui sont différents pour les gens, et enfin des gens qui y résident, qui ont des intérêts de classe qui sont aussi divergents. Donc, essentialiser comme ça des catégories n'amène pas grand-chose au débat, sinon l'amener à un point de blocage. Donc la première chose, c'est que dans ce bouquin, il y a des éléments qui permettent de l'affiner. Et sur les électeurs Rassemblement national, il y a notamment le fait que, contrairement peut-être à une idée reçue, ce ne sont pas toutes les classes populaires qui votent Rassemblement national, évidemment. Et puis ensuite, ce sont majoritairement, et de manière assez pivot en fait, des classes intermédiaires, c'est-à-dire classes populaires ou classes moyennes basses, qui ont plutôt peur d'un déclassement, ça a été dit avant moi, mais qui ont accédé à un emploi qui peut être précaire, mais qui ont accédé à un emploi, qui ont pu accéder ou qui rêvent d'accéder à la propriété d'un logement, qui ont une socialisation de proximité avec des leaders d'opinion locaux qui est importante. Et donc, pour ne prendre qu'une des idées reçues agaçantes dont je parlais juste avant, les ouvriers voteraient RN et donc reparler du travail, parce que supposément on aurait arrêté de parler du travail, les ramènerait magiquement à nous. En gros, je prends ce postulat-là. Si j'essaye de l'analyser, Félicien Faury d'abord explique que les sciences sociales se sont beaucoup focalisées sur les perdants de la mondialisation, les oubliés, les gens qui ont subi la désindustrialisation, etc. Et que ça a créé un phénomène, enfin ça a éclairé un phénomène qui est réel, mais qui ne doit pas être surestimé. Parce que le comportement électoral majoritaire chez la catégorie ouvrier reste l'abstention électorale. Et donc la distance vis-à-vis du politique. Et que le vote de gauche, par ailleurs, reste extrêmement fort aussi chez cette catégorie des ouvriers, qui là aussi ont des réalités très différentes, c'est-à-dire que c'est pas la même chose d'être ouvrier dans une usine où le syndicat est très fort, il y a une histoire de lutte, de résistance, etc. C'est pas la même chose d'être une personne ouvrier et racisée ou non. C'est pas la même chose d'être dans un sentiment d'ascension ou content de son travail ou de déclassement social par rapport à la génération précédente. Bref, tout ça pour dire que cette catégorie aussi, elle est à nuancer. Mais il montre également que le socle électoral majoritaire du RN, il n'est donc pas chez les ouvriers, mais chez les commerçants, les employés, les retraités, notamment. Et que les possibilités de gros scores de l'extrême droite, notamment en mobilisant ces catégories comme des catégories pivots qui vont banaliser les idées de l'extrême droite, aller convaincre les autres, être relativement crédibles dans leur entourage pour faire prescription un petit peu au moment des périodes électorales, etc., que les mobiliser est un impératif électoral pour l'extrême droite. Et c'est Yann Lelanne, cette fois-ci, dans le bouquin aussi, qui complète le fait que cette préconisation de parler supposément aux ouvriers en parlant du travail, ce qui les ramènerait magiquement à nous, est fondée aussi sur une cécité, pour reprendre ce mot-là. C'est que les classes populaires qui votent RN sont en matière de travail et d'emploi sur des intérêts, des positionnements qui sont généralement antagonistes aux valeurs de gauche. En fait, c'est un présupposé xénophobe
qui s'articule avec une défense des intérêts des employeurs, pour le dire très rapidement. Mais donc, c'est un vote de rejet et un vote de projet. Un vote de projet où, en gros, pour le dire vite, le néolibéralisme ne peut plus être remis en question. C'est une compétition entre les individus. Et pour ne pas être les plus déclassés de cette compétition entre individus, il vaut mieux que ce soit les étrangers, les immigrés, les personnes racisées qui soient les perdants de cette compétition pour se hisser au-dessus. Ce qui est une logique de domination et d'établissement d'une hiérarchie raciale, comme ça a été dit juste avant moi. C'est donc pour ça que ça ne sert à rien de gommer l'antiracisme dans notre lutte contre l'extrême droite. Parce qu'en fait, c'est central, ce ressort raciste dans la compétition néolibérale, dans la compétition économique, dans les pressions vis-à-vis de la structure du travail, dans le sentiment de déclassement que peuvent connaître les gens. Et donc, en gros, l'extrême droite brouille la lutte des classes en faisant une lutte des races que nous devons inlassablement dénoncer et décrypter comme ce qu'elle est. Le deuxième élément dans la montée du Rassemblement national, ça a été dit assez rapidement, mais c'est les déceptions de celles et ceux qui sont passés dans les gouvernements précédents. Hugo, tu es remonté jusque dans les années 80. Il y a déjà moi je suis plus jeune peut-être, mais en tout cas, il y a une claire continuité entre les politiques Sarkozy, Hollande, Macron qu'on connaît maintenant, et notamment Hollande, pour le dire, la gauche qui a gouverné à ce moment-là, mais en fait aux périodes précédentes c'était pareil, a continué la casse des services publics, continué de stigmatiser les personnes racisées, les immigrés, les étrangers en faisant des politiques là-dessus, et continuer de déstructurer les structures du travail, les entreprises, ce qui restait. Ce qui crée une grande confusion et un sentiment, grosso modo, de tous les mêmes, dont le Rassemblement national s'exonère en disant « nous n'avons jamais été au pouvoir, etc. » Ça a fait beaucoup de mal aussi, et c'est un facteur explicatif de la montée du RN. Et le troisième que j'ai identifié, c'est à la fois le rôle des médias, notamment le groupe Bolloré dans son aspect le plus visible et caricatural, qui mène une entreprise idéologique au profit des idées d'extrême droite et d'extrême droitisation de la société, et l'accompagnement idéologique du RN par d'autres forces politiques, et notamment l'extrême centre de M. Macron, avec la loi immigration et la question de la préférence nationale que Mme Le Pen a qualifiée de victoire idéologique, les références à Amoras et à Pétain qui ont été complètement banalisées, et les dérives autoritaires, les lois autoritaires sécuritaires qui se sont multipliées et qui installent aussi un climat. Tout ça a conduit, médias et accompagnement idéologique de l'extrême droitisation, tout ça a conduit à une augmentation substantielle de leur nombre d'élus, et donc à être confortés dans les institutions. 2017, ils étaient 8, 2022, ils étaient 89, 2024, ils sont 143 à l'Assemblée nationale. C'est pour ça que je dis qu'il nous faut prendre cette question avec beaucoup de gravité. C'est pour ça aussi que Emmanuel Macron ne représente pas un barrage, mais un marchepied à l'extrême droite, et c'est pour ça aussi que nous avons refusé d'accepter la rhétorique ou la logique du front républicain, dit front républicain. Parce que nous avons désisté des candidats quand il était certain qu'il y aurait un député Rassemblement national de plus. Et nous avons eu raison de le faire parce que c'était notre honneur et notre devoir. Ils sont 143, ils auraient pu être plus. Mais nous l'avons fait pour ce en quoi nous croyons et sur la base d'un programme, et pas d'une coalition baroque qui irait artificiellement jusqu'à la Macronie, qui, je le redis, a accompagné la progression de l'extrême droite et va continuer de le faire, là, dans le règne Barnier, nouvelle mouture. La deuxième chose que je voulais dire, après avoir dit pourquoi ils sont forts, c'est le fait qu'ils ont des faiblesses et des contradictions, qu'il nous faut continuer à les pointer, à appuyer dessus. D'abord pour pas se résigner, et ça a été dit aussi avant moi, il y a quelque chose d'un peu écrasant quand on est des militants de gauche radicale à voir ces résultats électoraux. Ils ont aussi des faiblesses. La première, c'est la faiblesse de l'arnaque antisociale.
en fait, leur électorat a des intérêts de classe divergents. Donc ils font les yeux doux à des élites économiques. On a vu M. Bardella aller avec les patrons du MEDEF. On l'a vu effacer des mesures sociales de son programme pour ne pas trop inquiéter. Et ils ont un socle aussi dans les classes populaires qui ont des intérêts de classe divergents avec ces élites économiques. Ça, c'est une faiblesse. Parce qu'en réalité, ça les conduit à effacer des pans entiers de leur programme. Ça les conduit à des votes contre des marqueurs pouvoir d'achat, etc. à l'Assemblée nationale. Et ça les conduit à revenir en circonscription, pouvoir se présenter comme les grands garants du pouvoir d'achat, mais à ce que nous, on puisse dire, blocage des prix, on l'a proposé, ils ont voté contre, tout comme la Macronie, exactement de la même façon. Et donc ça, c'est quand même un point fort pour nous de dévoilement de ce qu'ils sont sur le fond. Le deuxième point qui est lié à celui-ci, c'est le manque de crédibilité programmatique. Ils n'ont pas fait le travail que, par exemple, nous avons essayé de faire pour être prêts à avoir un budget alternatif, par exemple. Ça peut paraître peut-être un peu techno, mais il n'empêche que M. Bardella, quand il dit son histoire de mesure sur la TVA, sur l'énergie, qui épargne en vrai les grands dirigeants des grands groupes énergétiques, c'est un manque à gagner de 11,3 milliards d'euros. Et dans son programme, il n'y a pas une once de recettes supplémentaires. Pourquoi ? Nous, on le sait, c'est parce qu'il refuse de s'en prendre aux intérêts des grands groupes capitalistes et des plus riches en rétablissant par exemple l'ISF. Mais ce manque de recettes fait qu'à un moment donné, ils vont avoir des difficultés à tenir un programme, des propositions qui puissent fonctionner pour un budget étatique. Et enfin, la dernière faiblesse, c'est le fait que c'est une opposition en carton à Macron. On sait, j'ai essayé de dire que la Macronie accompagne le processus d'extrême droitisation. Et là, en réalité, on a vu aussi que sur la destitution, il y a une grande banderole juste derrière moi, il faut signer sur macron-destitution.fr, le RN ne votera pas la destitution. On sait aussi qu'ils ont présidé au choix de Michel Barnier comme Premier ministre et qu'ils ont ensuite la possibilité de la censure, mais que pour l'instant, ça leur convient très bien que Barnier soit sous leur pression pour faire une politique de droite ou d'extrême droite. Et donc, ils ne sont pas dégagistes. Et donc, ça permet aussi de dévoiler dans les idées le fait qu'il y aurait un truc, vous savez, on entend anti-système, je pense que l'idée est un peu erronée, mais qu'en tout cas, ce serait dégagiste vis-à-vis du pouvoir en place. En réalité, ça en est la très grande continuité. Et puis enfin, je crois qu'en termes de préconisation, il n'y a rien de mieux que les forcer à débattre et à s'exprimer. Pendant la campagne des législatives, on a vu que les 3/4 de leurs candidats étaient dingos, racistes, antisémites ou fantômes, parce que sur la majorité des affiches du Rassemblement national dans le pays, il n'y avait pas les photos de leurs candidats, qui étaient inconnus au plan local. Et on a vu qu'il y avait un très grand rôle des France 3 éditions locales, qui d'ailleurs avaient été menacées de privatisation dans le projet du Rassemblement national, qui ont convoqué des débats locaux, qui ensuite ont donné lieu à des reprises sur les réseaux sociaux, etc., mais avec des millions de vues de gens qui ont démontré leur incapacité, ou leur racisme, ou leur antisémitisme, au grand jour. Et ça a été... D'ailleurs, ça a beaucoup fâché Marine Le Pen, qui là est en train de préparer la prochaine dissolution et la prochaine opération pour avoir des candidats un peu moins grossiers. Et je vous donne un exemple. Sur la désertification médicale, une candidate en Dordogne qui disait « Moi, je veux faire venir des praticiens que je connais qui sont en banlieue, qui sont agressés. C'est les déserts médicaux. » Donc le journaliste lui dit « Pourquoi ils ne viennent pas ?» Et elle dit « Parce que je ne leur ai pas encore parlé de ça. » Mais donc, cette absurdité de la réponse, qui d'ailleurs a un terreau raciste extrêmement clair, hein, donc les médecins sont en banlieue et se font agresser par les jeunes de banlieue avec tout l'imaginaire autour des personnes racisées en banlieue, et elle dit ça à la télévision, et on voit que ça n'est adossé à absolument rien en faveur d'un problème qui est réellement concret pour les gens, c'est-à-dire l'absence de médecins dans les déserts médicaux. Donc il faut, à chaque fois qu'on en a l'occasion, débattre avec eux, les dévoiler, les démasquer, les mettre face à leurs contradictions. J'en arrive à mon troisième point, qui est le fait que nous devons mener absolument la bataille des idées face à l'extrême droite et à l'extrême droitisation. Avec, en premier point, ça a été dit longuement avant moi, mais un antiracisme central, affiché, expliqué,
avec de la formation pour les militants y compris. Par exemple, c'est la bataille idéologique inverse de celle que mène l'extrême droite. Dans le bouquin, il y a une contribution de Samuel Bouron qui montre la construction du terme francocide par Zemmour, notamment sur l'histoire de Thomas à Crépol. Et comment des faits divers, avec l'analyse idéologique accolée à ces faits divers de l'extrême droite, réussissent à être lus à ce prisme-là. Et donc nous devons mener la bataille idéologique absolument inverse, avec un antiracisme qui soit central, la lutte contre l'islamophobie, le racisme, toutes les discriminations, le dénoncer inlassablement, y compris quand c'est dans les politiques des macronistes qui sont des politiques de préparation du terrain de l'extrême droite. Le deuxième point, c'est un programme économique radical et crédible pour changer la vie des gens. Le deuxième nœud, c'est la question du partage des richesses et de qui on cible. Et nous, notre point fort, je crois, c'est qu'on n'a pas peur de dire qui on cible. Je l'ai dit, on cible les grands groupes, les gens qui devraient payer l'ISF, parce que ce qu'on veut, c'est le partage des richesses pour financer des politiques de justice sociale et des politiques en faveur de la bifurcation écologique. Et donc, il faut continuer de le dire. Et enfin, unir aussi autour de préoccupations communes. J'ai dit tout le mal que je pense d'une analyse géographique qui me paraît totalement insuffisante. Il y a des préoccupations communes, par exemple les déserts médicaux, entre la Seine-Saint-Denis et la Creuse. Et ça, on n'a jamais arrêté de parler des déserts médicaux. Ma collègue Danielle Obono a fait une proposition de loi contre la fermeture des guichets physiques des services publics. Elle a fait une tournée dans tout le pays pour aller montrer que les gens, face au numérique, à la numérisation, à la dématérialisation, sont complètement démunis et ne peuvent plus accéder à leurs droits. C'est par des campagnes comme ça, efficaces, sur le terrain, sur des sujets concrets, qu'on crée du commun et qu'on montre que les revendications en termes d'égalité, de justice sociale, c'est-à-dire avoir un médecin pour se soigner à proximité de chez soi, peuvent l'emporter idéologiquement. Et puis, mener cette bataille des idées, ça suppose d'aller dans les médias dominants, mais aussi de préparer des espaces à nous. J'étais à l'instant avec David Dufresne. C'est important qu'on ait des médias indépendants, alliés, qui permettent de dire les choses. Il y a une contribution qui vient d'une journaliste de Street Press dans le bouquin. C'est important qu'on puisse avoir des espaces comme ça, nos propres espaces, le journal de l'insoumission, nos propres émissions de télévision, et de pouvoir travailler avec eux, notamment avec la Boétie. C'est important aussi de continuer de mener la bataille parlementaire à l'Assemblée nationale. Quand on gagne sur la constitutionnalisation de l'IVG à l'Assemblée, ou quand on les met en extrême difficulté sur la question des prix planchers pour les agriculteurs, on marque des points sur des terrains qui ne leur conviennent pas et on réussit à imposer nos sujets. Donc, il faut investir tous ces espaces pour donner une grille de lecture alternative. Et puis pour terminer, et peut-être pour donner des préconisations plus concrètes, entre guillemets, avec beaucoup d'humilité, parce que je sais que c'est un chemin qui est compliqué et qu'on a beaucoup de choses à faire pour s'améliorer, mais je crois vraiment qu'il nous faut nous implanter dans les zones dures, et pour ça, ça nécessite des moyens tout particuliers. Ça n'est pas la même chose de faire un porte-à-porte dans la Creuse avec ma camarade Catherine Couturier que de le faire dans ma propre circonscription. La réalité matérielle est différente et nous sommes matérialistes, et donc faire un plein pour des militants, ou avoir une voiture, ou avoir le permis, ou devoir aller dans des habitats comme ça dispersés, tout ça a une réalité différente. Et donc on a besoin d'investir des forces particulièrement dans ces endroits de manière différente, avec notamment l'ouverture de locaux, et la campagne de locaux que mène la France Insoumise, elle est en cela absolument essentielle. C'est des lieux où se retrouver, où trouver du matériel, et où aller ensuite se donner de la force. C'est aussi des lieux où on peut se former, où on peut, par exemple, nous, avec l'Institut La Boétie, on fait des cursus dans des zones qui sont particulièrement difficiles ou culturellement ou électoralement dominées par l'extrême droite. Et donc c'est pour ça qu'on mène cette campagne. Si on comprend très bien le rôle, l'importance de fermer les locaux fascistes dans les villes, on comprend l'importance d'ouvrir nos propres locaux dans des zones où l'extrême droite est très forte électoralement. La deuxième chose en termes d'implantation, c'est l'investissement des résistances locales. En fait, les insoumis, le militantisme insoumis est non exclusif de tous les autres engagements. Et donc, plein d'insoumis sont
dans des associations, sont syndiqués, etc. Et cet engagement protéiforme et multiforme, c'est une force parce qu'il nous faut continuer à investir des lieux comme les comités des fêtes, par exemple. C'était mon camarade Léo Walter qui disait ça pour les Alpes de Haute-Provence. C'est des lieux extrêmement importants de sociabilité, les associations sportives, culturelles. Léo, par exemple, m'expliquait qu'il y a une lutte pour la réouverture d'un planning familial. C'est une lutte sur un terrain que l'extrême droite ne veut pas qu'on occupe. C'est une lutte pour les droits des femmes et pour nos droits. Et donc, il faut continuer de la mener, évidemment. Et ça nécessite d'être enserré dans des réseaux militants, associatifs, dans tous ces territoires. Et puis enfin, un dernier sujet d'implantation qui, à mon avis, est un défi que nous avons devant nous, qui est la question des municipales, des élections qui arrivent, qui sont extrêmement importantes dans le fait de récupérer du terrain vis-à-vis de l'extrême droite. Parce que avoir un maire ou une maire insoumise, ça change tout, ça se voit. C'est la régie publique de l'eau quand c'est possible de la faire, les cantines gratuites pour les enfants avec des circuits courts, c'est énormément d'actions. Mais avoir des conseillers municipaux aussi d'opposition, par exemple, au niveau local, je vous parle des municipales parce que c'est des élections qui arrivent, mais tous les mandats locaux permettent d'avoir des figures locales insoumises qui sont dans les manifestations, là où il y a du monde à chaque fois. Et donc, il sera important pour nous d'aller dans ces endroits, récupérer tout ce qui peut l'être, mener la bataille, toujours sur nos propositions et sur un programme de rupture. C'est donc une tâche immense que j'ai essayé de décrypter, mais qu'on a devant nous collectivement. Vraiment, méfions-nous des recettes miracles. Voilà, il n'y a pas de recette miracle. Il y a des petites touches de choses qu'on pressent qu'on peut faire, sur lesquelles on a besoin de partager, y compris des expériences avec celles et ceux qui ont pu remporter des victoires contre l'extrême droite au second tour, comme c'est le cas par exemple de mon camarade Raphaël Arnaud et qui l'a brillamment expliqué hier. Voilà, donc c'est une tâche de long terme que nous avons devant nous les camarades. Merci à vous de nous avoir écoutés et je pense qu'on va prendre 2-3 interventions, questions. Il est allumé là ou... Bonjour, merci beaucoup déjà pour votre intervention. Je vais essayer de trouver mes mots et de ne pas trop bafouiller, mais il y a quelque chose qui nous a beaucoup sauvés pendant cette dernière campagne électorale, c'était, vous l'avez cité, les casseroles des candidats, les candidats totalement incompétents, qui juste, c'est risible à quel point ils le sont des fois. Il y a quelque chose qui m'inquiète beaucoup, c'est il y en a de plus en plus qui se forment aussi. Moi, il y a un exemple qui me vient en tête, c'est par exemple le cas de Pierre Gentillet, qui est un avocat qui a cette apparence de bonne forme, mais qui dit des propos ignobles, hein, mais qui arrive mieux à les formuler dans une sorte de rhétorique sur les médias. Et donc, a-t-on également, quand vous évoquiez il faut aller les voir, il faut aller démanteler leurs idéologies, est-ce qu'on serait prêt et résilient à un possible RN plus formé et avec moins de casseroles en 2027? Et également, une autre question que je me pose, c'est ça se nourrit actuellement d'une pensée que le néolibéralisme est absolu, que la compétitivité est une fatalité et mieux vaut que ce soit moi que les Français pas de souche, etc. Et même si on arrive à montrer que le néolibéralisme n'est pas une fatalité, les peut-être possibles crises climatiques risquent également d'accentuer ces craintes. Alors voilà, pardon, hein, je suis tout de suite dans un futur assez catastrophiste, mais a-t-on des outils pour face à ces risques-là? Voilà, merci beaucoup. Oui, bonjour, merci beaucoup pour cet échange. Alors je vais sortir un tout petit peu du sujet dans le sens du territoire. Là on parlait France et continent européen.
Et je m'interrogeais justement à l'articulation internationaliste de la lutte contre l'extrême droite. Je suis colombienne. C'est la première fois qu'on a un gouvernement progressiste en Colombie depuis 2022. Donc peut-être petite touche optimiste et pleine d'espoir, c'est que ça nous a pris quand même 200 ans. On a semé beaucoup de camarades pour pouvoir arriver à ce gouvernement. Bien sûr, nous n'avons pas le pouvoir. L'extrême droite continue à être très forte dans le pays. Il y a une menace depuis le premier jour de l'arrivée au pouvoir de Gustavo Petro et Francia Márquez au gouvernement. Je pense que la France Insoumise est très au courant parce qu'il y a une proximité d'idéologie et parce que justement Gustavo Petro a pu être reçu par Jean-Luc Mélenchon récemment. Et de plus, il est cité dans différentes conférences. Voilà. Ma question, c'est ça. Comment on articule? Parce que, bien sûr, il y a cet enjeu en France, en Europe, mais sans cette vision internationaliste, je trouve que c'est très difficile. De plus que l'internationalisme d'extrême droite existe. Le Forum de Madrid existe, où Marine Le Pen et différentes personnes se sont rendues, et où le premier forum a eu lieu au Pérou, pour créer justement cette instabilité gouvernementale. Le deuxième forum de Madrid a été à Bogota, pile au moment de l'élection. Donc comment pouvons-nous nous articuler aussi au-delà de la France et de l'Europe? Car en fait, c'est une question d'enjeu, d'humanité et de droit pour tous, toutes et tous. Donc voilà, c'est ma question. Et je profite, pardon que j'ai le micro, pour alerter sur la situation actuelle du gouvernement colombien de Gustavo Petro, où il a reçu des menaces de mort. Et il y a des informations comme quoi dans les 3 mois, soit il a un coup d'État de l'OFER, soit il a une menace qui pèse vraiment sur lui, où il y a une possibilité qu'il soit assassiné. Je rappelle que la Colombie, c'est la première fois qu'on a un gouvernement de gauche, parce qu'on a eu 3 présidents plus de gauche qui ont été toujours assassinés avant les élections. Donc j'alerte, parce que nous avons besoin de la solidarité internationale, et j'appelle un petit peu à cette discussion dans cet espace. Merci. Bonjour. Alors, ne vous méprenez pas sur ma question, qui est beaucoup plus naïve que ce que vous pouvez en penser. Est-ce que vous ne pensez pas que les partis populaires dits communisants, je m'excuse de cette expression, ne sont-ils pas plus utiles dans l'opposition par les débats qu'ils nourrissent, par les acquis sociaux qu'ils ont engendrés grâce aux luttes, qu'au pouvoir qui, comme on le sait, le pouvoir total corrompt totalement? Et on en a de multiples exemples sur la Terre. Voilà. Dernière question. Alors, je reprends vite fait mes notes. Moi, je suis juste, je suis un autonome et je me balade pas mal, donc j'ai l'habitude de parler avec les gens. Et je trouve lutter contre le fascisme, en fait, c'est lutter contre leur mentalité. Et pour moi, c'est compliqué. Parce que vous pensez, en parlant de rétablir l'ISF, ça va ramener des gens qui votent à droite dans notre camp. Mais pour eux, l'argent, ils vivent un peu le rêve américain. Et pour eux, les gens qui sont riches, ils ont fait leur argent eux-mêmes et ils le méritent. Et ils ne comprennent pas pourquoi ils sont taxés. On m'a déjà sorti ça et je trouve ça lunaire. Et donc, il y a ce truc où l'ISF, en fait, eux, ils s'en battent un peu les couilles parce que pour eux, c'est leur propre argent. Il y a aussi le fait que même si les gens pour qui ils votent, ils sont racistes, en vrai, on est dans un pays où on a tellement prôné la tolérance que eux, ils pensent qu'il faut être tolérant aussi envers le racisme. Et c'est plus un truc individuel, mais ils s'en battent les couilles que les gens ils soient racistes. En vrai, les gens qui votent à droite, quand même un peu. Aussi, c'est ce qu'il a dit, le camarade. Mais là, il y a un plan qui est mis en place par le RN pour former de plus en plus de députés et de maires pour qu'ils puissent gagner plus de mairies. Donc que les députés RN et tous qui sont dans le RN, ils gagnent en théorie, en rhétorique. Il y a aussi, vous parlez peut-être de la FNSEA qui est de droite, mais en gros, c'est un truc vachement corporatiste, l'agriculture. Et vu que la FNSEA, quand tu as un agriculture, un paysan, les machines, ça coûte une blinde, tu peux pas te le permettre, tu es obligé de rejoindre un syndicat. Donc généralement, la FNSEA, et là, ils te prêtent tes machines. Donc généralement, tu es un peu sous les conditions de la FNSEA. Et tu peux pas trop faire comme tu as envie. Que généralement, les gens qui votent à droite, ils sont plus individualistes. Et ce qu'ils veulent, eux, c'est juste mieux vivre. Donc, ils sont prêts
à voter à droite, parce que vous l'avez dit vous-même, il y a une politique de gauche qui a été menée depuis des années, ou même avec le PS, où c'est vraiment Hollande qui a tout cassé et qui sont en mode juste on n'a jamais tenté l'extrême droite, ce qui est faux, mais c'est ce qu'ils pensent. Et c'est surtout aussi en lien avec les médias qui font pas mal de propagande aujourd'hui, et que pour moi, genre, les gens, c'est un peu des malades sur ça, parce que même quelqu'un qui vote à droite, qui dit qu'il n'écoute pas les infos, c'est faux. Parce que moi, j'ai croisé un droitard qui m'a dit non, mais moi, je vote à droite à la fête de l'UMA, et il m'a dit oui. Je lui ai demandé pourquoi tu votes à droite, mais moi, j'ai pas de questions, je suis là pour dire des vérités. Donc, il m'a dit non, mais moi, en fait, je veux juste que le pays se calme, et il me sort des trucs de Naël et tout, et qu'en fait, il y a un imaginaire collectif qui arrive à produire les médias et qui confond les gens à voter à droite, et même s'ils suivent pas les infos, parce que les médias, ça touche tout le monde. T'as aussi l'intégration. Aujourd'hui, ce qui est fort, c'est que les médias, ils arrivent à faire croire. Par exemple, moi, j'ai pas mal de potes, 30-40 ans, qui sont pas blancs, et qui, eux, ils sont intégrés, ils considèrent que maintenant, c'est des blancs alors qu'ils sont de couleur, et que pour eux, il y a le mauvais émigré, que les médias, ils ont réussi à leur faire croire qu'ils veulent dégager. Moi, j'ai un pote, il est noir, il a 40 ans, il est au RN, tu vois. Donc, il y a ça. Les médias, c'est vachement puissant. Moi, ce que je peux vous poser, c'est qu'ouvrir des espaces, c'est bien. Moi, je suis un autonome et je vous conseille d'ouvrir plus d'espaces autonomes dans les grandes villes et tout, pour qu'on puisse s'organiser nous-mêmes, en fait. Ce qu'on veut, c'est pas forcément rejoindre des partis politiques ou des syndicats parce qu'on pense qu'ils n'ont pas d'avenir, mais on veut s'organiser pour donner plus de choses au monde. Et comment vous préparez à perdre les élections présidentielles ? Ouais, oh merde, je parle fort là. Sur la question de l'internationalisme, en fait, je vais y répondre juste après, mais c'est une remarque un peu plus générale. C'est que parfois on a tendance à exagérer leurs forces et à minorer les nôtres et ne pas voir leurs faiblesses. Alors tu en as évoqué quelques-unes. Il y en a une qui est leur faible capacité en réalité de mobilisation. Tu as parlé du forum qu'ils ont fait à Madrid. Oui, effectivement, ils avaient rassemblé un certain nombre de dirigeants de l'extrême droite européenne et même mondiale, puisqu'il y avait Javier Milei, mais ça n'a rien à voir avec les forums sociaux mondiaux que la gauche sociale et politique, syndicale, associative organise depuis, je crois, 25 ans. C'est-à-dire qu'il y en a encore eu un à Katmandou au début de l'année, il y en a eu un à Marrakech il y a 2 ans, il me semble, qui sont des grands événements militants et politiques et intellectuels, etc., que seule la gauche, en réalité, la gauche qui lutte, la gauche d'émancipation, est en capacité d'organiser. Je ne parle même pas des quelques manifestations de quelques centaines de gugus que l'extrême droite de rue est en capacité d'organiser. Je ne dis pas que ce n'est pas dangereux, je ne dis pas que ce n'est pas un problème, mais ils mettent quelques centaines de gens dans la rue. Par exemple, la manifestation de début mai des néo-nazis, il n'y a jamais plus que 400 personnes. Bon, regardons ce que nous, en tant que gauche sociale et politique, en tant que mouvement d'émancipation, nous sommes en capacité d'organiser. Bon, donc... sur la question de l'internationalisme, il y avait d'abord cette réponse qui est nous sommes d'ores et déjà en capacité d'articuler un certain nombre de choses. Ça ne veut pas dire que... Bon. Mon autre réponse, c'est ce qui existe déjà d'internationalisme, c'est l'internationalisme de facto des mouvements sociaux comme les mouvements féministes et les mouvements antiracistes. À l'été 2020, il y a eu des manifestations dans un très grand nombre de pays contre la domination blanche et en particulier contre les crimes racistes commis par la police dans une grande partie du monde occidental, enfin pour ne pas dire tous les pays du monde occidental, avec des manifestations de masse, y compris en France, à l'initiative du comité Adama. Voilà. Sur le plan féministe, on l'a vu, pas simplement avec la vague MeToo, mais aussi avec des mobilisations pour la grève féministe, en particulier en Amérique latine, ou pour le droit à l'avortement, mais aussi avec des manifestations de masse en France, en Espagne, et à une échelle un peu moindre en France. On voit bien qu'il y a une dimension internationale à nos mobilisations. Donc, en quelque sorte, tout est là, en quelque sorte, pour articuler. Ça ne veut pas dire que c'est déjà existant, qu'il n'y a rien à faire, etc. Mais malgré tout, regardons ce qu'on est déjà en capacité de faire sur ce plan-là. Et puis, par ailleurs, sur l'internationalisme, moi, je trouve qu'il y a toujours une réponse, c'est de dire il y a un internationalisme de type domestique. C'est l'internationalisme ici et maintenant qui s'exprime notamment à travers l'antiracisme, à travers les luttes, par exemple, aux côtés et en soutien des travailleurs ou des personnes sans papier. C'est de fait être internationaliste,
être pour la liberté de circulation et d'installation que de lutter aux côtés de ceux et celles qui se bagarrent pour leur droit fondamental à être là, à travailler, à scolariser leurs enfants, etc. Donc, dans les enjeux internationalistes, il y a aussi la question de l'antiracisme, et qui porte à la fois sur la question, j'ai évoqué les sans-papiers, mais Solène a bien insisté sur le fait que la question antiraciste ne se résume pas aux immigrés, aux primo-arrivants, mais s'étend évidemment à la question de tous ceux et toutes celles qui sont identifiés comme n'étant pas d'ici, étant non blancs ou traîtres à la nation potentielle, etc. Et juste sur l'autre question qui était, est-ce que les partis ne sont pas plus utiles dans l'opposition? Alors il y a une quinzaine d'années, je crois, était à la mode l'idée qu'il fallait justement renoncer à la conquête du pouvoir. Il y avait un théoricien inspiré de l'expérience néo-zapatiste au Mexique qui défendait l'idée de changer le monde sans prendre le pouvoir. Je pense qu'on en est un peu revenu, et en réalité, on oppose des choses qui n'ont pas vocation à être opposées. Construire des espaces autonomes, c'est pas nécessaire, au sens vraiment large du terme, pas forcément au sens de mouvement autonome et de militants autonomes, mais des espaces de contre-pouvoir populaire, que sont par exemple déjà dans beaucoup d'entreprises les syndicats. Un syndicat, c'est un espace de contre-pouvoir, mais que peuvent être des locaux féministes, que peuvent être des collectifs antifascistes ou antiracistes. C'est pas, à mon avis, contradictoire avec l'idée qu'il nous faudra conquérir le pouvoir d'une manière ou d'une autre, et ça peut se faire évidemment par la voie électorale. Bon, voilà. Donc moi je suis sur ce point-là, je suis pour qu'on soit aussi conséquent sur la question de la lutte électorale. Et les dernières années ont montré qu'une gauche de rupture est en capacité de, sans doute, viser le pouvoir, y compris par les urnes, et en même temps être absolument conséquent et militant et extrêmement actif pour construire la base, en quelque sorte, d'un véritable pouvoir populaire qui est un pouvoir par en bas, dans les villes, dans les entreprises, etc. Dans les campagnes aussi, ça a été évoqué. Voilà, je m'arrête là. Juste pour compléter ce que tu dis, Hugo, moi je fais partie de celles et ceux qui se sont engagés justement pour accéder au pouvoir auprès d'une gauche qui avait arrêté de le dire pendant tout un temps, en fait, parce qu'il y avait honte sans doute d'un bilan. Mais en tout cas, moi je crois à la possibilité de changer la vie des gens en gagnant une élection présidentielle. Et par ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a aussi il y a un aspect un peu luxueux, en fait, ne serait-ce qu'avoir la possibilité de se poser cette question. Il y a des gens pour qui c'est une question absolument urgente que la revalorisation du SMIC ou des minima sociaux, et elle n'est pas antinomique avec des victoires de proximité, avec des liens de solidarité, avec un investissement au niveau local. Donc moi j'y crois profondément. Et par ailleurs, pour répondre à une autre question qui a été posée, en fait, on s'y prépare. Bon, le camarade autonome qui avait beaucoup de questions ou remarques n'est pas resté pour écouter les réponses, mais on s'y prépare activement à prendre le pouvoir. Et évidemment, le Rassemblement national s'y prépare aussi sans doute en faisant des formations. Il n'empêche que, d'après ce qu'on peut savoir, ils n'ont pas de force militante comme nous pouvons l'avoir. Ils ne sont pas structurés sur le terrain comme nous pouvons l'être. Et la fameuse école de pensée d'extrême droite de Marion Maréchal-Le Pen n'a finalement jamais vu le jour. L'école des cadres que devait diriger M. Bardella n'a finalement jamais vu le jour. En tout cas, le lien jusque-là extrêmement limité au milieu universitaire, au milieu intellectuel, à des militants qui viendraient faire des formations, n'a pas permis qu'ils aient un dispositif de formation suffisamment conséquent. Il n'empêche que sans doute, en effet, ils vont essayer de le faire. Et c'est bien aussi pour ça que nous, cette question de la formation des militants, on la prend extrêmement au sérieux. Et qu'avec l'Institut Labo ici, quand on fait des cursus décentralisés ou quand il y a les gens qui viennent suivre une formation pendant un an, un week-end par mois à Paris, on fait un biais de sélection renforcé dans les endroits où le RN est extrêmement fort, renforcé dans les quartiers populaires où les gens sont moins nombreux pour une série de biais à candidater à ces promotions. On fait moins de gens à Paris que le nombre qui a candidaté parce qu'au contraire, ils sont plus nombreux à s'y sentir légitimes. On essaye de redresser la parité. On fait en sorte qu'il y ait des personnes racisées. On fait en sorte qu'il y ait des gens qui n'ont pas le niveau du bac parmi les militants. Bref,
on forme des cadres et des responsables politiques locaux de manière extrêmement sérieuse et sur le temps long. Et donc ça, c'est une question qui se prend sur le temps long et que pour l'instant, jusqu'ici, l'extrême droite électorale, les groupuscules fascistes se réunissent et se forment, mais l'extrême droite électorale, pour l'instant, n'a pas déployé de manière aussi forte. Et puis enfin, ça s'articule, la question de la prise du pouvoir aussi, avec notre exigence de faire advenir la 6ème République. Là, on voit que la question du scandale démocratique a pris une dimension telle que parfois on a l'impression de ne même plus avoir les mots pour dénoncer ce qu'est en train de faire Macron. C'est-à-dire qu'il a organisé une compétition électorale en provoquant la dissolution de l'Assemblée nationale, n'a pas accepté de reconnaître le résultat des urnes, a décrété une trêve olympique et ensuite laissé encore des jours et des jours, battant tous les records de la 5e, de la 4e et même de la 3e République de durée pour un gouvernement démissionnaire gérant prétendument les affaires courantes. Tout ça nous a montré la nécessité absolue d'en finir avec la 5e République et de passer à la 6e par une constituante et par un rôle bien plus approfondi d'intervention populaire permanente. Il y a eu un bout de question aussi sur la question des agriculteurs. Je ne sais plus exactement qui a posé cette question. Je crois que je ne sais plus comment était posée la question, mais non, je ne crois pas du tout qu'on va convaincre des gens qui sont de droite de voter in fine pour nous, comme ça a été dit sur l'ISF. Je ne pense pas. Je pense qu'on peut convaincre des abstentionnistes que le partage des richesses est la meilleure solution pour améliorer le sort de tout le monde, mais je ne crois pas qu'on va convaincre quelqu'un de raciste de finalement changer de vote. Je pense même que c'est impossible et c'est pour ça que j'ai développé la question de la nécessité de l'antiracisme comme fondamentale dans notre lutte contre l'extrême droite. Je crois par contre que nous devons aller investir tous les lieux où une parole de gauche est possible. Par exemple, parmi les mobilisations des agriculteurs, une parole de gauche était possible. Au final, montrer que la question des prix rémunérateurs était entendable pour tous les gens qui se sont mobilisés. Et pourtant, il y avait la FNSEA, et pourtant, il y avait la coordination rurale qui, d'un endroit à l'autre, d'ailleurs, idéologiquement, n'est pas exactement sur le même positionnement. Donc je crois qu'à chaque fois que c'est possible, il faut aller investir les mouvements des agriculteurs, il fallait aller investir les mouvements des Gilets jaunes, être présent, continuer à défendre nos idées, à essayer de convaincre sur leur base, et je le dis dans la clarté absolue. Nous n'avons rien à gagner à dissimuler quoi que ce soit de nos ambitions. Elles doivent être très claires si on croit à la question de la lutte des classes. Notre avantage, c'est que nous avons le nombre. Voilà, merci beaucoup.